Donc pour ça, c'est assez simple. Donc là, j'ai lancé le site docactiveframework.com. En fait, c'est le site sur lequel on fait un peu on centralise un peu tout le traitement. Rapidement, pour mettre en place les macros, ici, vous avez un Get Started qui vous permet, en fait, vous avez des présentations qui vont vous faire, ici en particulier, comment j'utilise ActivePro. Alors, les macros, en fait, font partie de cette référence ActivePro. ActivePro, en fait, c'est une suite logicielle. Il y a les macros, mais il y a aussi la programmation par Excel. Et c'est quelque chose qui va être dédié à un workbench. Ce n'est pas les stations qui vont être comment ça s'appelle, qui vont être licenciés et sur lequel vous allez installer ActivePro. C'est vraiment un outil pour les programmeurs, donc c'est le Workbench qui est licencié. Donc si vous regardez ici, il vous explique toute la façon de faire. Donc vite fait, comment ça va se passer. Vous avez une partie download ici, où vous allez télécharger les modules et les installer sur votre Workbench. Donc pour cela, vous avez besoin que de la partie ActivePro. Alors évidemment, si vous avez envie de prendre ActiveFramework complet, il y a ActivePro dedans aussi. Une fois que vous avez téléchargé les modules, ici, vous allez par exemple avoir la partie documentation. Donc si je vais dans la documentation, on a toute la documentation en ligne ici. Et en particulier, sur les macros, vous avez l'explication des différents blocs, etc. Là, ici, j'ai cliqué sur une des pages de démo au hasard. Vous voyez, tout est expliqué dans la documentation. La partie qui va être importante, ça va être la partie licensing. En fait, là, ici, si je me connecte, alors là, je m'étais déjà préenregistré, mais évidemment, il faut créer un compte, etc. En fait, vous voyez, vous allez pouvoir licencer par Workbench. Donc là, je ne vais pas relancer, je suis déjà enregistré. Et vous voyez, c'est mon Workbench et c'est mon host ID qui est enregistré à l'année ici. Et du coup, vous pouvez en fait acheter directement et renouveler vos licences depuis ce site-là. Donc on travaille beaucoup sur ce site, on est en plein boulot là-dessus et on va encore le compléter, etc. Mais du coup, vous pouvez en fait créer votre licence très facilement. Une fois que j'ai fait tout ça, si je retourne dans mon Workbench, ici, vous pourrez télécharger directement la licence et vérifier qu'elle est activée. Donc ici, en fait, dans les outils du Workbench, vous avez un menu qui va apparaître quand vous aurez installé les modules, ActivePro Activation. Donc si je vais dessus, je vois que ma licence est active. Alors juste là-dessus, on a un système qui permet d'aller interroger régulièrement le serveur. Et ensuite, derrière, vous gardez, il y a une expiration. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Internet sur site et que vous venez avec votre Workbench, à partir du moment où vous avez téléchargé la licence, je crois que c'est 15 jours, quelque chose comme ça, ça va marcher. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Internet au moment où vous utilisez. Vous avez juste besoin d'avoir Internet au moment où vous réactualisez les licences. Donc ça, c'est pour pouvoir programmer quand vous êtes enfermé dans une chaufferie au 3e sous-sol, vous aurez quand même vos macros. Alors, si je refais l'exemple de tout à l'heure avec les macros, comment ça va se passer? Ben là, j'ai les 4 dossiers vides comme tout à l'heure. En fait, vous allez faire une commande, clic droit, et ici, vous avez dans les menus, automatiquement, on va vous rajouter des nouvelles options. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire que je veux enregistrer une nouvelle macro. Donc, ce qui est important, c'est l'objet sur lequel j'ai fait ce record macro. En fait, ici, c'est vraiment cet objet-là qui va être utilisé comme base de la macro. Donc, je vais lui donner un nouveau nom. Je sais pas, add components, par exemple. OK. Et j'appuie sur le bouton pour commencer à enregistrer. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît ici, c'est la fenêtre de log, j'en parlerai un peu plus tard. Je vais dans mon dossier, je crée un nouvel objet, et là, en fait, la différence avec le programme service, c'est que je programme comme j'ai l'habitude. Donc, par exemple, ici, j'ajoute un objet A, je le duplique, j'ajoute un objet B, et je fais un lien. Donc tout ça, je fais comme d'habitude. Vous voyez sur la console qui est à côté, il enregistre ce que je suis en train de faire. Et en fait, ça me permet de vérifier qu'il a bien fait les modifs que je suis en train de programmer. Ben, si je regarde ici, il a bien ajouté un objet, il a bien fait un lien, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai fini, je clique droit sur un objet et j'arrête la macro. Ça n'a pas vraiment d'importance là où vous arrêtez la macro, c'est juste vous lui dites d'arrêter. Donc, il me crée des blocs, je reviendrai à ça plus tard. Je vais enlever la console pour qu'on voie un peu. Mais du coup, maintenant, la macro est créée. Et pour la réutiliser,
Ben, c'est tout simple. Il me suffit de sélectionner des objets. Alors, je peux sélectionner l'objet et jouer la macro sur un seul, ou ce qui est plus intéressant, c'est que je peux sélectionner plusieurs objets et réutiliser ma macro en faisant cette commande play macro. Donc, quand je fais la commande, il me sélectionne les objets, je les vois. Derrière, je sélectionne ma macro et je l'applique. Et là, vous voyez, il m'a fait la programmation exactement comme je l'avais faite à la main. Il me l'a enregistré. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que maintenant, si je crée un nouveau dossier et que je réutilise ma macro, donc peu importe le nom, ici, si je reviens, je peux réutiliser ma macro comme je veux. Ce qui est aussi très important, c'est que cette macro est enregistrée sur le workbench. C'est-à-dire que je peux faire la même chose sur un autre JS, sur une autre station Niagara. Il n'y a pas de souci. OK ? Donc, on a vu tout à l'heure que les macros étaient des objets. Il y a une autre technique que j'aurais pu utiliser, c'est les templates. Alors, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si ce template, vous les avez déjà utilisés, mais en fait, il y a une technique pour créer des objets dans Niagara. Et je ne veux pas rentrer dans toute la description des templates, mais en fait, vous pouvez créer des templates et il y a ce nouveau bouton dans le template service qui vous permet de mettre à jour des templates. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez changer sur votre workbench votre template et le redéployer sur les objets de vos stations. Le problème des templates, c'est qu'il faut les avoir utilisés. Donc si je vous montre ici, j'ai fait un autre exemple, j'ai fait un peu de logique. Et en fait, dans cette logique, j'ai fait un certain nombre d'erreurs. Merci de couper le micro, par contre, on entend des échos. Donc, si les personnes qui se connectent depuis tout à l'heure peuvent couper leur micro, ça serait parfait. Du coup, ici, j'ai de la programmation où j'ai fait un certain nombre d'erreurs. Les macros vont pouvoir être très utiles pour modifier des choses déjà existantes. Vous voyez, par rapport, par exemple, au template, je ne vais pas modifier ce que j'ai fait par des templates juste pour pouvoir les mettre à jour. Donc là, même principe. Imaginons que je veuille corriger ces différentes programmations. J'enregistre ma macro. Je lui donne un nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler correctif. J'enregistre. Et je peux modifier mes différentes erreurs. Donc là, par exemple, ici, j'ai fait une erreur assez classique. Plutôt que de lier la sortie, j'ai lié l'entrée sur les autres entrées. Et donc, forcément, ici, je suis à vrai et les autres sont à nul parce que j'ai mal fait mon lien. Bah, tout simplement, je supprime mes liens. Je refais mes liens. Pas de problème. Donc là, la console, vous ne la voyez pas, je l'ai mis sur un autre écran, mais il est en train de m'enregistrer ces différentes commandes. Même principe ici, j'ai une consigne, j'ai oublié, ma consigne est à 0. Ce qui est intéressant par les macros, c'est que vous pouvez aussi envoyer des actions. Imaginons que je mette une consigne de 19 par défaut. Je modifie ma consigne. Même principe ici, j'ai une erreur de logique. Donc j'ai programmé, donc là j'ai un programme horaire, et ce programme horaire me sert à activer un certain nombre de fonctions. Donc le chauffage, l'éclairage et le contrôle d'accès. Et là, je me rends compte d'une erreur, c'est que mon contrôle d'accès, je n'ai pas vraiment envie qu'il soit activé quand je suis en occupation, mais plutôt quand je ne suis pas en occupation. Donc j'ai oublié ici de faire de la logique. Même principe, je vais pouvoir supprimer mon lien. Je rajoute ma porte logique note pour considérer que je suis hors occupation. Je refais mes liens. Et là, vous voyez, j'introduis une nouvelle fonction dans ma logique. Et enfin, ici, j'ai des facettes que je n'ai pas renseignées. J'ai laissé le true false par défaut, c'est pas très beau. Bon, ben ici, je peux revenir, occupé, inoccupé. Et même principe ici sur mes points. Je vais activer, désactiver. Et je peux le faire sur les autres points de la même façon. Vous voyez, je programme vraiment comme j'ai l'habitude, j'utilise les valeurs faites, je fais des dupliqués, ainsi de suite, il n'y a pas trop de problème. Bon, j'ai remodifié un peu tout, j'arrête ma macro, j'ai fini de faire mes différentes manipulations.
qui me permet d'enregistrer la macro. Là, vous voyez, j'ai commencé à faire quand même plus d'opérations que juste faire un lien entre deux objets, et j'ai fait des opérations vraiment diverses. Mais en fait, ça va être exactement la même chose. Je vais m'afficher un dossier que je n'ai pas modifié. Ici, je vais pouvoir appliquer ma modification sur l'ensemble de mes objets. Alors, j'aurais pu en sélectionner qu'un, hein, mais ici, je peux faire les trois en même temps. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, toutes les opérations que j'ai faites, il les fait d'un seul coup sur ce que j'ai modifié. Et comme on a souvent l'habitude de faire les mêmes erreurs sur des JS différents, ma macro, comme elle est dans le Workbench, je pourrais appliquer ce correctif sur différents JS très rapidement. Donc ça, ici, c'est vraiment des gros gains de temps en programmation. Si je continue un peu des exemples, ici, en fait, les macros, je vous ai dit, tout le principe, c'est qu'on va pouvoir les réutiliser. Dans les outils, vous avez un autre outil qui apparaît ici quand vous installez Active Pro Manager, Macro Manager. Sur Active Pro Macro Manager, si vous regardez dedans, et je retrouve les deux macros que j'ai créés. Et ces macros, en fait, c'est des blocs. Donc, tout à l'heure, je vous les montrais rapidement. On peut revenir un peu dessus. Ici, en fait, je retrouve sous forme de blocs les différentes actions qui ont été enregistrées. L'intérêt de ça, c'est que comme c'est des objets, ça veut dire que je peux les copier-coller. Par exemple, ici, je me suis fait une palette où j'ai programmé un certain nombre de macros. En fait, ici, je vais vous faire quelques exemples. C'est des exemples qu'on a eu au niveau du support, des demandes diverses et variées. Et à chaque fois, on peut très facilement y répondre par les macros. Donc, pour réutiliser mes macros, c'est tout simple. Je peux les copier-coller dans le macro manager. Donc, j'enregistre et j'actualise. En fait, comme le macro manager est sauvegardé côté Workbench, il est dans les fichiers, donc il faut actualiser pour voir les modifications. Il n'est pas vivant en quelque sorte, il ne va pas voir de lui-même qu'il y a des nouvelles choses. Donc là, il faut régulièrement faire un rafraîchir pour voir les choses. Même principe, je vais copier-coller des sélections. Alors, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais je vais les utiliser dans les exemples qui suivent, je vais vous expliquer. Du coup, j'ai créé ici, dans l'onglet sélection, un certain nombre de sélections supplémentaires. L'exemple que je vous donne ici, c'est que du coup, vous pouvez partager entre vous les macros. On va en éditer un certain nombre sur le site de support. Vous pouvez les modifier, les personnaliser, ainsi de suite. Mais du coup, en fait, si quelqu'un a fait une macro intéressante, vous pouvez la copier-coller sur différents workbench très facilement. Donc, les macros que j'ai copiés, c'est des exemples assez classiques, on va dire. Le premier exemple, par exemple, c'est la configuration d'équipement LON. Alors, dans mon équipement LON, j'ai un réseau LON ici. J'ai créé un certain nombre de ventiloconvecteurs à l'intérieur, donc c'est de l'ONEOL, c'est pas fait exprès, c'était dans les objets par défaut. Donc j'ai des Excel 10, et sur ces Excel 10, j'ai fait une fabuleuse vue de configuration. Ceux qui me connaissent reconnaîtront mon style graphique inimitable. Ici, j'ai juste affiché des variables de configuration qu'on retrouvera dans des équipements LON. Donc, les variables de consigne. Et par exemple, ici, la configuration du FCU, quel est le type des entrées-sorties, est-ce qu'il y a du chauffage ou pas, etc. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'on va pouvoir faire des profils de configuration et les appliquer très facilement. Donc, comment je vais faire? Vous voyez ici, j'ai les valeurs par défaut. Je sélectionne mes ventiloconvecteurs et j'applique dessus une macro, tout simplement. Donc ici, j'ai créé deux configs, config 1 et config 2. Je crée la modification et je vais faire la même chose ici. Et je crée une configuration. Donc pour tous qui utilisent NL ou ce genre de logiciel, vous voyez ici, ça va correspondre à l'application de profil de paramétrage sur des ensembles d'objets. Donc ici, si jamais j'actualise, vous voyez que mes consignes ont changé. J'ai changé les 6 consignes, j'ai ajouté un degré, on dit un degré, je crois. Et ici, par exemple, j'ai changé le fan speed, j'ai changé le nombre
d'étage du fan. J'ai dit que je faisais que du chaud. J'ai changé 6-7 variables d'un coup. Et même principe, si je vais sur l'un de mes autres ventiloconvecteurs ici, j'ai un certain nombre de variables qui ont été modifiées. Alors là, je l'ai fait avec 2 variables de configuration, mais j'aurais pu le faire sur autant que je voulais. OK. Donc ça, c'est un premier exemple sur le LON. Je vais pouvoir utiliser les macros pour me faire des préconfigurations. Alors, je le dis sur le LON, mais en fait, c'est vrai pour n'importe quel type d'objet, y compris des objets qui n'ont pas été développés par Trigun ou Btib. Le système des macros est complètement agnostique. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur des objets. Alors, évidemment, sauf si des choses trop exotiques. Mais tant que c'est des slots, des objets classiques, vous pouvez faire des outils de configuration sur ce que vous voulez. Je vais vous faire un second exemple sur le BACnet. Alors le BACnet, ici, j'ai créé des points BACnet. Si je regarde, j'ai un BACnet device, et dans ce BACnet device, j'ai créé des points. Donc j'ai pas vraiment d'équipement BACnet, donc j'ai désactivé la communication. Mais ici, j'ai un certain nombre de points. Si je regarde la doc en BACnet, ici, je vais ouvrir la doc. Vous savez peut-être, sinon je vais vous l'apprendre, en BACnet, on va être capable de gérer les statuts des points physiques et envoyés par l'équipement BACnet. Donc typiquement, par exemple, si j'ai une commande de marche CTA, je peux la commander par la GTB, mais je peux très bien avoir un commutateur en façade d'armoire qui me permet de forcer cette marche. Et en fait, BACnet est capable de m'envoyer l'état de dérogation et de me dire, bah, tiens, ce point-là a été dérogé. Ou ce point est en alarme, etc., etc. Un peu de la même façon qu'on a les status dans les points négatifs. Sauf que pour faire ça, il faut programmer vos points BACnet. Donc, si vous regardez la doc BACnet, je l'ai ouverte à la bonne page ici, vous pouvez rajouter en fait un certain nombre de flags dans les status, dans les facettes des objets. En fait, il faut modifier les facettes des points et ça va vous ajouter un certain nombre de fonctions. Donc là, je vais me concentrer sur le status flag. Le status flag, en fait, il me permet de dire, bah, tiens, en même temps que tu interroges les valeurs des points, tu vas aussi interroger l'état de ces points et les mettre dans négat. Et donc pour ça, la doc me dit, bah, il faut rajouter un status flag booléen que je mets à voilà. Très bien. Le problème, c'est que c'est très embêtant à faire. Alors, soit on l'a fait en amont et on copie-colle des objets tout faits, soit on est obligé d'aller dans les points. Et en fait, le problème, c'est que comme les facettes sont différentes, là, ici, j'ai un on-off, là, ici, j'ai une température, je ne peux pas juste prendre le programme service et changer le facette. Parce que si je fais ça, je vais écrire status flag vrai ici, et je vais perdre mes anciens facettes. C'est pas ce que je veux. Ben là aussi, les macros peuvent m'aider. Donc, j'ai créé une macro, je sélectionne mes points, clic droit, et macro. Et en fait, ici, j'ai créé une macro, status flag facette, qui en fait va se connecter à mes différents points. Et si je retourne dans le facette, m'a rajouté le facette status flag à frais. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il l'a ajouté au facette existant. Et ça, si vous deviez le faire à la main, c'est très très long. Donc c'est un autre exemple sur le BACnet. Un peu dans le même genre, ici, j'ai créé un certain nombre de points. Ces points, je peux les commander. Vous connaissez éventuellement ça, j'imagine tous. Donc, si je commande un point, je peux le déroger. Et je peux dire, par exemple, il est dérogé pendant 30 minutes. Donc, il passe en dérogation, il est dérogé. Il existe une technique pour limiter la dérogation. Donc, la dérogation, par exemple, mon client peut très bien me dire, bah, écoutez, moi, je veux déroger au maximum pendant 4 heures. Alors, si vous ne connaissez pas la technique, ça se passe par les facettes à nouveau. Et en fait, par les facettes, j'ai une clé ici, max override duration, qui me permet de donner un temps et de dire combien de temps maximum je peux faire une dérogation. Donc là, ici, je peux mettre 4 heures. Mais c'est le même problème que pour le BACnet, je suis obligé de passer sur chaque facette un par un et je veux garder ce qu'il y avait avant. Donc, même principe, j'ai fait une macro. Ma macro, je vais la jouer sur le dossier complet. Mais si vous regardez dans les points, ici, par exemple, j'ai des points de température. Et ces points de température, ce n'est pas des points de commande, donc je n'ai pas envie de modifier le facette de ces points de commande.
Donc j'ai fait cet exemple-là pour vous montrer le principe des sélections. C'est-à-dire que quand je plais ma macro, je peux ici définir ma macro. Donc j'ai fait une macro qui m'ajoute l'override duration, etc. Comme le status flags en backnet, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, je veux lui dire, bon bah écoute, je ne veux pas l'appliquer sur tous les points, je veux l'appliquer que sur les points que je peux écrire, les writable points. Si je plais ma macro, il me ressort le nombre de points qu'il a vu qui correspondent à ma sélection. Et donc, effectivement, dans mon dossier, il me retrouve que 4 points writable, que 4 points. Si je fais OK, il fait la modification sur lesquels. Donc, si je viens voir ici, il m'a modifié le max override duration à 4 heures sur chacun des objets, tout en gardant mes facettes de départ. Ici, par exemple, une facette web. Okay. Donc là, ici, on a ce système de sélection qui me permet de cliquer sur un dossier, et plutôt que d'aller choisir tous les points, parce que là, pour l'exemple, j'ai mis tous mes points aux mêmes endroits, mais bien sûr, ces points, ils pourraient être disséminés un peu partout dans ma station ou dans des dossiers, et je n'ai pas vraiment envie de les sélectionner un par un. Et cette sélection, elle va beaucoup me faciliter la vie de pouvoir le faire. Ok. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que si je vais voir dans mes objets, dans le manager, la dérogation que je viens d'ajouter ici, ok, eh bien, c'est des objets. Ce qui veut dire que dans ces objets, je vais avoir des paramètres. Donc, par exemple, si jamais je veux dire, ben non, ma dérogation, en fin de compte, je veux faire que 1 heure, je peux aller dans la macro, la paramétrer, la sauver. C'est des fichiers, donc il faut penser à les sauver. Et si je reviens ici dans mes dérogations, je peux rejouer ma macro, et derrière, je vais être passé à 1 heure. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre, en fait, de paramétrer les différentes informations, de donner des arguments. Et du coup, plutôt que de créer 50 macros juste parce que vous avez 50 variations, faire une seule macro que vous pouvez paramétrer. Donc rapidement, les autres exemples qui suivent, c'est un peu la même chose. Ici, par exemple, je vais faire des délais, des essais hydrauliques. Donc vous voyez, j'ai des consignes. J'ai envie de modifier mes consignes. Et en fait, si je regarde dans ma macro, je vais dans ma macro. Ici, j'ai créé une macro pour forcer les set points, les consignes. En fait, vous voyez, par exemple, ici, j'ai donné un mode. Donc ici, dans mon mode, je peux lui dire, bah tiens, ici, je veux faire les températures, les consignes en haut ou bas. Là, par exemple, je le mets en haut. Et je vais mettre toutes les consignes ici à 30. Alors, c'est ce bloc-là qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des conditions dans les macros. C'est-à-dire que là, je rentre un paramètre, et derrière, suivant les paramètres, je fais des choses différentes. Et donc, par exemple, ici, quand je décide que je suis en mode haut, eh ben, je mets 30, mais je pourrais très bien modifier, mettre 29, par exemple. Je sauve ma macro, et si je retourne dans ma vue, ici, quand je lance la macro, automatiquement, il va me mettre tous mes points à 30. Je lance ma macro, et je l'applique sur les consignes, parce que le même principe, en fait, j'ai d'autres points, je ne veux le faire que sur les consignes. Et vous voyez, ici, il m'a changé. Alors évidemment, là, je le fais dans la même vue, mais ça serait dans toute la station. Il m'a changé l'ensemble. Et si je reviens dans mon exemple, je peux changer la macro. Donc, pour dire que je veux repasser en auto. Je repasse en auto. Pour revenir à mes consignes précédentes. Là, ici, je joue la macro, je vais repasser en auto, facilement. Donc là, vous voyez, en fait, dans les macros, on peut faire des choses qui vont être
assez complexe parce que ici j'ai fait des conditions, je peux aller dans mes macros, les changer, etc. Bon, j'ai deux exemples rapidement en plus ici. Là, j'ai fait une interface où je permets au client d'inhiber ses alarmes ou de les modifier. Donc, par exemple, ici, je modifie, j'ai une nouvelle alarme à la limite. Mais derrière, j'ai fait une macro qui me permet de désactiver l'ensemble des alarmes. Donc, ici, vous voyez, nouvelle macro, et derrière, je définis que j'applique ça que aux alarmes. Si vous regardez ça, si j'avais été obligé d'aller dans chaque point un par un, ça aurait été bien plus compliqué. Vous voyez là, ma macro, elle a gardé les états des inhibitions. Et je peux réactiver la macro pour revenir à l'état d'avant. Ça va être exactement la même chose. Okay. Sauf que là, en fait, quand je réapplique la macro, en fait, automatiquement, elle inhibe et elle remet. Elle fait l'action inverse. En fait. Mais vous voyez là, ici, même principe, j'applique sur un ensemble d'objets une macro. Je ne vais pas vous faire le dernier exemple, mais c'est un peu la même chose ici. Je peux forcer des points, par exemple, et sur l'ensemble de ces points, je peux créer une commande auto. Et ce que je voulais vous montrer dans cet exemple-là, c'est que je peux réutiliser les sections. Mon auto, je vais vouloir le faire sur les points de commande. Donc, je vais réutiliser cette sélection que j'avais tout à l'heure, ici. Je vais être capable de lancer. Vous voyez ici, les points qui étaient passés en violet étaient passés en dérogation et je vais pouvoir les remettre en auto et donc repartir sur les anciennes valeurs. OK? Donc là, vous voyez ici, en fait, j'ai facilement pu créer un ensemble d'utilitaires que j'ai copié-collé dans mon workbench et après, j'ai plus qu'à les utiliser, les modifier, ainsi de suite. Le dernier exemple que je voulais vous donner, en fait, c'est de créer un peu une macro de zéro. Je vais vous montrer ça avec le BACnet. Donc en fait, en BACnet, là, vous voyez, j'ai mes points que j'avais tout à l'heure. La plupart du temps, on récupère la valeur présente, present value, ici, pour récupérer les données. Là, j'ai mis des noms assez clairs, mais en fait, souvent, quand on récupère du BACnet, on va avoir ici des codes. J'aurai TPCS, etc. Et en fait, on a d'autres points BACnet qui sont les descriptions, qui nous permettent d'avoir des textes un peu plus clairs pour récupérer ces données. Le problème, souvent, c'est que vous avez envie de récupérer les descriptions pour les appliquer à vos points, et ça vous oblige à créer des points en plus et de copier ces points, etc. Ben là, on a un bon candidat pour faire des macros, c'est-à-dire que j'ai une tâche répétitive, et je veux éviter de faire trop de travail sur ce point. Donc, plutôt que de le faire manuellement, je vais aller dans le Voyeur Sheet, je vais créer ma macro. Donc, je vais le faire sur le premier point, température soufflage. J'enregistre la macro et je vais dire, par exemple, description. Donc, j'ai commencé l'enregistrement. Ici, je me suis créé un point de description. Alors, j'ai un peu triché, en fait, dans ce point de description. J'ai fait en sorte de pouvoir l'écrire. Parce que comme je n'ai pas la com BACnet, sinon, je ne pourrais pas vous montrer que ça marche. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir écrire ce point. Donc, c'est pour ça que je le copie. Mais en vrai, j'aurais pu créer un vrai point de description. Donc, je duplique. Description, par exemple. Et je vais récupérer dans mon point. En fait, la description va être sur la même adresse, le même object ID. Donc, j'ai envie de le récupérer. Je vais faire un lien, en fait. Je vais faire un lien entre ma température de soufflage et la description que j'ai ajoutée. Ici, je vais faire un lien de l'un à l'autre. Et en fait, l'idée, c'est que je récupère l'object ID. Alors, il y avait d'autres méthodes pour le faire. J'aurais pu le copier-coller directement dans la macro. En fait, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser des tricks en Niagara. Là, je vais utiliser le lien pour copier la valeur. Derrière, je vais rajouter ici un nouveau slot. Donc, je vais ajouter un slot de description, par exemple. Okay. Et l'idée, en fait, ça va être que je vais faire un lien entre
la description que je viens de créer et ce slot que j'ai créé sur le. Okay. Et là, j'arrête ma macro. Donc l'idée ici, c'est que j'arrête la macro à ce moment-là. J'aurais pu supprimer la description après coup. Le problème, c'est qu'il faut que je laisse la com backnet se faire. Ça se trouve, ça peut mettre 5 secondes, j'ai envie de vérifier, etc. Donc en fait, je fais une première macro qui va créer les points de description, parce que derrière, je peux avoir un certain nombre de textes qui vont apparaître, etc. Hein, n'importe quoi. Et ici, ça va venir se copier dans la description. Donc si je regarde ma macro, ici, qui a été créée, j'ai un certain nombre d'options qui ont été faites. Je vais avoir des problèmes. En fait, je suis obligé de modifier ma macro parce qu'en fait, contrairement à tout à l'heure où j'avais des dossiers différents, ben là, en fait, je rajoute des points dans le même dossier. Et donc, entre autres, l'un des problèmes que je vais avoir, si vous regardez les blocs, là, ici, j'ai les blocs, je démarre ma macro ici, j'ajoute le point, je l'ai déplacé, j'ai ajouté un lien, j'ai ajouté la description et j'ai ajouté un lien. Si je regarde l'ajout de mon point ici, vous voyez dans les blocs, on a des propriétés, je peux modifier ces propriétés. Et là, l'un des problèmes que je vais avoir, c'est que cet objet que j'ajoute, il s'appelle toujours en description. Donc, comme j'ai déjà description qui va être présent dans le dossier, j'ai un souci. Donc ici, en fait, je vais juste modifier ma stratégie. Alors, le but ici, c'est pas de vous expliquer comment on peut modifier tous les textes. Mais ici, vous avez du code. Vous allez pouvoir créer, on a créé tout un système de ce qu'on appelle du S-format, qui nous permet en fait de paramétrer les macros et de rajouter des choses. Donc là, ici, j'ai mis un code directement. Donc en fait, à chaque fois que j'ajoute une description, je vais appeler l'objet description suivi du nom de l'objet sur lequel porter la macro. Donc ça, comme ça va me permettre, si j'ai 4 points, de créer 4 points différents. Et un autre problème, c'est que du coup, quand j'ai créé le lien, ben là, pour l'instant, je fais un lien sur description. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Donc, on a un système dans les macros, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, quand j'ai rajouté l'objet, vous voyez, j'ai ajouté l'objet, il lui a donné un nom, qu'on appelle des artefacts. Donc là, ici, il m'a créé un objet qu'il appelle artefact 1. Et en fait, ce artefact 1, je peux le réutiliser. Donc si je regarde dans les liens, par exemple, ici, plutôt que de faire un lien sur l'objet qui s'appellerait toujours en description, ben, je vais lui dire, ben non, maintenant, tu vas rajouter ton lien sur artefact 1. Je peux réutiliser dans les macros les objets que la macro a ajoutés, modifiés, ainsi. Donc là, même principe, il y a une syntaxe, hein, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ça. Donc là, ici, en fait, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, va rechercher l'objet artefact 1 et tu me sélectionnes le proxyx, c'est ça que je veux lire. Et du coup, le reste est bon. Juste sur les syntaxes, ici, vous avez un petit bouton d'aide. Vous avez toute une aide où on vous donne toutes les fonctions qui sont disponibles dans le S-format. Il y a plein de choses qui existent. Je ne vais pas vous montrer tout, mais on peut vraiment manipuler beaucoup de choses via ce S-format. Donc si j'ajoute ça, OK. Donc là, vous voyez, j'ai modifié ma macro. Et du coup, maintenant, je peux l'enregistrer. Donc si je retourne dans mes points backnet, ici, je vais supprimer celui-là. Ici, je peux sélectionner mes points, jouer la macro, description backnet. Je vais ici, en fait, l'appliquer que au point que j'ai sélectionné, pardon. Hop. Et ici, vous voyez, il m'a créé mes 4 points backnet et il les a liés dans les différents points automatiquement. Donc là, en fait, ce que j'aurais dû faire à la main et tout manipuler directement, il me l'a fait. Si je regarde les points, il m'a bien rentré ici les adresses, ainsi de suite. Là, j'ai dû passer quelque chose, il ne l'a pas mis proprement. Et donc, l'idée, c'est que ici, il m'a créé les points.
et il le fait. La dernière chose, en fait, que je voulais vous montrer, c'était de créer une sélection. Donc là, on est un peu pris par le temps, donc je vais vous montrer celle qui avait été créée. En fait, après coup, je veux créer une macro qui va supprimer ces descriptions. Une fois que j'ai récupéré mes points, je n'ai pas envie d'utiliser des points dans ma licence pour rien. Du coup, en fait, je vais faire une seconde macro pour nettoyer mes descriptions. Okay, donc pour ça, c'est la même chose. Si je regarde dans mon Active Pro Manager, je vais avoir une macro donc, pour supprimer les points. Donc là, ici, je ne vais pas la faire, du coup, on est un peu pris par le temps, mais je pourrais créer cette macro pour la supprimer. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais pouvoir créer une sélection pour ne supprimer que certaines choses. Donc là, ici, j'avais déjà préparé les choses. En fait, cet objet de description, je peux créer des nouvelles sélections. Et en fait, si vous regardez dans les sélections, tout simplement, c'est des requêtes. Donc ici, j'ai une requête où je dis, va me chercher que les points qui ont, après j'ai créé la requête de façon à aller chercher que ceux qui visaient les tags description, les points backnet. Et du coup, derrière, je vais pouvoir nettoyer, donc très facilement en fait, en 2 macros, je crée les descriptions, je les relie automatiquement, et petit 2, je les supprime une fois que la com s'est faite. Donc vous voyez là, en 5-10 minutes, on peut facilement faire ce genre d'outil pour paramétrer ces stations plus rapidement. Une fois que j'ai fait une fois, ben ça veut dire que je peux l'utiliser sur n'importe quelle station sur laquelle je fais le faire. Donc on est arrivé un peu au bout de ce que je voulais vous montrer. Un dernier point par rapport à la doc, donc sur le site de support. Donc si je reviens ici, vous avez au niveau du site, vous avez ici une partie training aussi, sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de présentations. Et entre autres, par exemple, ici, il y a une présentation sur les macros dont je me suis pas mal inspiré pour ce webinaire. Si vous regardez, en fait, à l'intérieur, j'ai un autre exemple. Mais vous avez des présentations pour rentrer dedans et suivre un peu pas à pas. Vous avez aussi ici le forum, c'est-à-dire qu'au niveau du forum, vous pouvez poser des questions, ce qui me permet de vous parler du support. Le support, en fait, se fait par mail. Alors, faites bien attention, il y a un support BTIB pour Niagara et il y a un support Viant Data pour tout ce qui correspond à Active. Donc, si vous avez un support actif, vous pouvez envoyer au mail, je pense que Teddy va vous l'envoyer sur le chat, sur le mail de Viant Data, sachant que ça, c'est pour ceux qui ont un support actif, donc le support complet. Mais si vous n'utilisez que Active Pro, vous pouvez faire le support via le forum qui est sur le site aussi. D'accord ? Et enfin, dernier point, Teddy va vous envoyer un lien pour un petit survey pour avoir un peu votre avis sur le webinaire pour que vous puissiez nous donner votre feedback et qu'on s'en inspire pour la suite des webinaires qu'on va faire. Est-ce que vous avez des questions? Salut Bruno, ça va? Salut. Ouais, moi j'ai plusieurs questions. Je voulais savoir, tu nous montrais comment rajouter des macros depuis une palette vers ton Active Pro Manager, en gros ton environment.bog. Est-ce que tu peux simplement faire l'inverse? J'ai créé une macro, je veux la partager à mes collègues. Du coup, je veux la mettre dans la palette et puis leur envoyer le module. Sans souci. En fait, quand tu vas dans ton Workbench, tu peux En fait, quand j'ai fait la palette, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait, tu vois, par exemple, ici, je vais dans mon Active Pro Manager, j'ai fait une nouvelle palette ici, description backnet, ou add component ou correctif. Je le copie. OK. Et je peux l'ajouter. Alors, si je l'ajoute à ma palette, je vais créer ma palette, j'ai dû la faire là-dedans. Hop, tu vois, webinar macro palette. Et ici, Donc c'est un copier-coller, un glisser-déposer, quoi. exactement. C'est des objets Ok, comme les autres, en fait. Alors, ils d'accord. sont un peu spécifiques dans le sens où ils sont stockés sur PC, ils sont pas actifs en quelque sorte, mais on utilise le .bog en fait comme conteneur. Mais Mhm. c'est des objets classiques, tu fais des copier-coller, tu te les envoies par mail. Enfin.
Du coup, c'est quoi la différence entre ça et carrément donner mon environnement.bog à un collègue qui va renommer Toto et puis ensuite il va ouvrir le truc et aller chercher les macros dont il a besoin. Ça, il y a un avantage à faire comme ça? En fait, alors je sais plus exactement où est-ce que c'est fait, mais tu pourrais copier tout l'environnement. Là, je le fais Ouais. par un, mais en fait, tu vas l'avoir à un endroit, hein, alors, en fait, dans Bah, il est là. l'installation user home, dans ton share, tu vas avoir une partie macro et tu as ton environnement.bog à copier. C'est juste que là, tu copies l'ensemble, quoi. Des Ouais. fois, tu fais des tests, etc. Tu as des trucs qui traînent. T'as pas Ah, tu veux forcément juste lui le temps. donner. Ok. Mais c'est toi qui choisis. Si effectivement tu as un environnement propre, tu peux lui dire, bah voilà, tu copies-colles ton environnement.bog et c'est fini. Ok. D'autres questions? Euh, Bah ouais, moi j'en ai encore. Eh ben, go. Ça t'étonne pas. Je voulais savoir si c'était possible d'ajouter une option pour modifier ou enrichir une macro. Aujourd'hui, on peut en créer une, on peut en override comment dire, écraser une macro. Ouais. Par contre, je trouve que ce serait sympa d'avoir une option pour dire bon, j'ai créé une macro, mais ah tiens, j'ai oublié une opération. Et du coup, on lui dit bah voilà, ce que je vais faire là, tu me le rajoutes à la fin de cette macro. On peut le faire en ouvrant la macro, en enlevant le block-end, en rajoutant d'autres trucs. C'est un peu plus laborieux, enfin pas laborieux, mais Ben, Alors, Bruno, dans Bruno, l'absolu, parce qu'en fait, juste une question, juste une intervention. on peut réfléchir un peu à certaines choses, mais en fait, la logique qu'on a voulu mettre là-dessus, c'est tu vas sur l'Active Pro Manager et tu regardes ta macro en fait pour voir ce que tu modifies. Et donc effectivement, tu peux la copier-coller, en faire une nouvelle, et derrière tu vas la modifier à partir de là. Parce que après, tu vas avoir un certain nombre de cas où c'est un peu, ça peut être plus ou moins trompeur de juste écraser quelque chose ou de le modifier. Tu vois, on ne saura pas ce que tu veux modifier exactement. bah, là, ce serait juste modifié dans le sens, tu t'enlèves le block end, tu continues de rajouter des opérations et tu remets le block end à la fin, en fait. Ah ouais. C'est vraiment juste c'est pour faire du append, tu vois, pour rajouter des opérations à ta macro. Ouais. Salut Guillaume, c'est Laura. Salut Laura. En fait, c'est une option qui était présente à un moment et qui n'avait pas trop été utilisée, le fait de rajouter à la fin d'une macro. Donc Ouais. on l'a enlevé. C'est entendable de la rajouter, donc pourquoi pas, on verra ça donc, dans la prochaine release. Là, il y a une release qui va sortir cette semaine, mais dans la prochaine release, c'est entendable. Alors, ça Voilà. c'est pareil, que ce soit sur le forum ou par mail, etc. N'hésitez pas à nous faire nos feature requests. Nous, on a un certain nombre d'idées en tête de vers où on veut aller. Maintenant, s'il y a 50 personnes qui demandent la même chose, ça va tout de suite nous intéresser et nous faire les choses plus vite. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos feature requests. C'est intéressant d'avoir vos feedbacks. Je peux t'envoyer 50 fois la demande, sinon. On vérifie. C'est bien essayé, mais ça ne marchera pas. Avant de poursuivre éventuellement vers d'autres questions, s'il y en a qui sont amenés à partir, ce qui serait bien, c'est de pouvoir répondre au petit questionnaire. Il y a 7 ou 8 questions. C'est juste des petites cases à cocher. Ça prend vraiment quelques instants. Ça nous permettra d'améliorer ce type d'intervention, savoir si c'est pertinent de les rendre un petit peu plus régulières, etc. Donc, prenez le temps, juste, il y en a pour 15 secondes, de répondre au petit questionnaire et ce serait parfait. Voilà, donc comme ça, s'il y en a qui ont des obligations, bah, ils peuvent partir et puis bah, les autres peuvent poursuivre un petit peu, encore quelques minutes, les questions. Je vous remercie. Alors, je rappelle aussi, si vous devez partir, que du coup, l'Active Pro, il y a un mois gratuit. Hein. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez aller sur le site de licensing et vous inscrire et tester dès maintenant les macros. Ok. D'autres questions éventuellement? Ouais. Je vais laisser la main hein, parce que moi j'en ai plein. Il y en a d'autres, Guillaume. D'autres que moi. Alors, si vous avez des questions, bah, vous pouvez réactiver votre micro un à un. Et bah, Guillaume, s'il y a d'autres questions en parallèle, toi, tu peux recouper ton micro éventuellement si d'autres veulent intervenir. N'hésitez pas à poser des questions par le chat aussi. Hein. Pas d'autres questions? C'est que j'étais trop clair. Du coup, je peux continuer alors. Moi, je voulais laisser un peu la parole aux autres, hein, parce que sinon. Le scope des artefacts, quand tu utilises un artefact dans une macro, c'est limité à 7 macros ou si tu as deux macros qui utilisent un artefact 1,
tu lances la première, est-ce qu'il gardera ce même artefact 1 quand tu lances la deuxième? Ou alors c'est vraiment un peu comme des espèces de variables temporaires qui n'existent que quand tu exécutes ta macro. Je pense que c'est que quand tu exécutes la macro que tu l'as, mais Laura, éventuellement. Alors en fait, tu as deux choses différentes, tu as l'artefact et la ressource. Donc je ne sais pas si tu parlais vraiment de l'artefact. Donc l'artefact, c'est vraiment une Là, en variable l'occurrence, interne. je parlais de l'artefact, ouais. Ok, bah c'est vraiment une variable interne du coup. Puisque c'est quelque chose qui a été créé pendant ta première macro. D'accord. Par contre, si tu veux quelque chose qui ressemblerait un peu à une variable globale, tu utiliserais une ressource. Enfin, tu créerais, Exactement. tu définirais une ressource. D'accord, ok. Alors, tu as vu aussi pendant la démo, à un moment, j'avais des modes ou des fonctions, tu peux créer des objets dans la macro que tu peux réappeler. Si tu veux un paramètre général, tu peux le mettre sous forme d'objet dans la macro. D'accord. J'en ai encore une autre. Tu nous as montré une macro, là, tu sais, pour désactiver toutes les alarmes. Ouais. Est-ce qu'il est possible, parce que les macros, elles sont dans ton workbench, elles ne sont pas vraiment dans ta station. Si moi, à un moment donné, je veux donner l'option à mon client sur une PX d'appuyer sur un bouton qui lancerait cette fameuse macro pour désactiver telle ou telle chose, pour faire ce lien, il faudrait que la macro soit dans la station et pas dans le workbench. Exactement. Est-ce que c'est possible? Là, je me suis vraiment focus sur les macros, mais en fait, la technique qu'on utilise, c'est exactement la même dans les stratégies dans Active. Donc en fait, la macro, elle est licenciée sur ton PC, et elle est vraiment résidente dans ton PC, c'est un outil de programmation. Donc là, c'est le licensing, ça va être avec Active Pro et ainsi de suite. Par contre, si tu veux que ce soit dans la station, ça veut dire qu'il faut que tu es actif sur ta station, actif complet, et c'est sur lui que tu vas créer une stratégie. Et en fait, la technique que tu utilises pour la macro, est exactement, c'est les mêmes blocs pour la stratégie. Alors, sachant que les stratégies, comme elles sont dans la station, elles sont plus puissantes. Il y a des choses qu'elles sauront faire parce que, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une question de visibilité. Il y a des choses que verront les blocs de stratégie quand ils sont dans la station qu'une macro à distance ne peut pas voir, pour simplifier. Mais du coup, en fait, tu peux très bien avoir une stratégie locale qui fait cette fonction-là et que tu peux appeler. C'est une autre façon que j'aurais pu te répondre à ta question précédente. On peut faire des stratégies qui appellent d'autres stratégies aussi. Donc, tu peux faire des choses bien plus complexes à travers les stratégies ou aussi simples que ce que j'ai mis là. Et Laura, tu vas me confirmer, mais il me semble que dans BTIP Vision, on a un bouton qui permet d'appeler des stratégies. En fait, ce que tu pourrais faire, c'est juste donc la différence entre la stratégie et la macro, c'est juste le trigger. Il y en a un qui a un trigger automatique et l'autre qui a un trigger manuel. Et en fait, tu peux juste créer une macro dans ton workbench à côté de tes stratégies, mais juste tu mets un macro trigger. Et après, derrière, l'action qui permet de déclencher ta stratégie, en fait, c'est l'action du trigger. Donc, fire trigger sur un trigger normal. Ouais, donc tu fais un bouton bindé là-dessus. Voilà, donc là, tu restes sur une action classique Niagara. Ah oui, c'est vrai. Je confondais avec l'import Excel où on a fait un bouton dédié, c'est vrai. Oui. Mais effectivement, derrière, tu peux déclencher des stratégies par des actions. Tu n'auras pas de... D'ailleurs, en parlant de ce bouton, je crois que ce qui existe, c'est le bouton export. Est-ce qu'il est prévu de rajouter un bouton import? Alors là, je sais pas, parce qu'on est en train de regarder un peu pour comment ça s'appelle, unifier un peu tout ça. Tu as l'import-export via le fichier Excel, donc qui fait partie d'Active Pro. Tu as au niveau et donc j'imagine qu'on pourrait mettre l'import aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas une limite par rapport à la sécurité. Faudrait que je vérifie. Je ne veux pas te dire de bêtises. En fait, moi, l'idée derrière ça, ça aurait été d'avoir un bouton export un peu préconfiguré du style, bah tiens, exporte-moi tel ou tel paramètre. Tu vois, tu parlais des paramètres de FCU là tout à l'heure. Ouais. Typiquement, tu exportes tes paramètres de FCU, tu as fait ta livraison à ton client, voilà, tu as tout paramétré, tout fonctionne bien, tu exportes ces paramètres-là. Et à un moment donné, lui, bah, je sais pas, il fait n'importe quoi avec ses gros doigts, il casse tout. Et bah, du coup, tu aurais la possibilité de réimporter les paramètres qui marchaient bien. Je pense que ça devrait être faisable. Alors, faut regarder pour l'import exactement, mais si tu veux, par exemple, si tu regardes dans le BTIP Service, donc je ne sais pas si vous voyez encore mon écran, mais si je retourne dans le BTIP Service, donc il faudrait que ce soit sur la station, donc ça serait plus Active Pro, ça serait Active tout court. J'ai pas de BTIP Service, donc c'est plus compliqué. Mais donc si j'avais alors oui, ça vous montre quelque chose. Active Pro, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir la licence active du coup sur les JACE. Hein.
Là, c'est vraiment un outil de programmation. Vous voyez, j'avais même pas le BTIP service. Alors, je vous conseille de mettre le BTIP service. Vous avez plus d'options avec la version complète. Mais le principe, c'est que ce soit dissocié. Si je regarde, alors bon, j'ai pas du coup d'aspect, etc. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que si jamais tu as un aspect et que tu as dans le Node Creator, on a des options pour importer les nœuds, etc. via le Node Creator. Donc je pense que ce serait faisable à terme. D'accord. Mais si tu veux, et là, parce que c'est un peu différent, si tu veux, quand on est dans le Workbench, importer des fichiers, etc., on profite des connexions Fox, on profite d'être dans l'environnement Niagara. Quand tu as un import d'un fichier CSV, par exemple, mais que tu es dans l'interface web, parce que tu veux donner à un client la possibilité de se connecter à une page web et d'importer un fichier CSV, c'est plus tout à fait les mêmes chemins, en fait. Et bon, là, je me demandais si j'allais te le montrer avec le BTIP service, mais j'ai pas envie de créer tout un aspect, etc. Mais tu as une option dans le Node Creator où on fait de l'import CSV via l'interface HTML pour faire cette partie-là. Donc si c'est des choses qui sont intéressantes, on est en train de travailler sur le comment ça s'appelle, sur l'extension de ça. Là actuellement, on peut importer, exporter que des nœuds. On est en train de regarder pour importer, exporter les relations, les node tags et ainsi de suite par même biais. Et donc, si on le fait dans la vue Node Creator, je pense qu'on doit pouvoir être capable de le faire un peu n'importe où. Alors, c'est pas fait, ça sera pas dans la prochaine release, mais c'est des trucs qu'on peut regarder. Typiquement, si ça a des vrais intérêts pour vos clients, etc., c'est typiquement le genre de feature request qu'on recherche. Ça y est, Guillaume? Fini? Ouais, je suis pas en forme aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, merci à vous en tout cas. J'espère que c'était intéressant. Et puis, répondez au questionnaire de Teddy pour savoir un peu quel sujet vous intéresse pour les prochains webinaires. Si vous avez des remarques, alors on a un peu dépassé. Je suis trop bavard sans doute. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bon après-midi. Bon après-midi. Merci, bonne journée. Ciao.